Bonsoir, la revue Démocratie et Socialisme, qui est la revue du réseau de la gauche démocratique et sociale, vous souhaite la bienvenue pour ce débat qui sera animé par Diego Chauvet du journal L'Humanité. Alors pour la gauche démocratique et sociale, il nous a vraiment semblé important d'échanger publiquement sur la nécessité de construire le rassemblement le plus large possible de la gauche et des écologistes pour permettre aux salariats de gagner les prochaines échéances électorales et bien entendu l'élection présidentielle de 2022. Alors l'attente est grande chez les étudiants, les salariés, les retraités et chez tous ceux qui sont privés d'emploi. Cette attente, elle ne semble pas moindre chez les militants et parmi les nombreux appels qui ont émaillé les derniers mois, je ne citerai que les deux plus récents, l'appel Plus jamais ça, qui a mobilisé de grandes associations, des organisations syndicales, mais aussi des formations politiques de gauche et écologistes. Et cet appel a formalisé 34 propositions qui peuvent être la base d'une unité possible. Plus récemment encore, à l'initiative des organisations politiques de la jeunesse, l'appel des 1000 vers une candidature commune à gauche pour la présidentielle de 2022 vient de souligner l'urgence et l'importance de tout mettre en œuvre pour échapper au funeste scénario d'une présidentielle préemptée par Macron et Le Pen. Vous le savez, pour la gauche démocratique et sociale, la question de l'unité est déterminante. Et pour notre contribution à ce débat, nos camarades ont élaboré un tableau comparatif des propositions des organisations de gauche et écologistes. Ce travail permet de constater que 80% des propositions sont communes. Pour les optimistes, c'est un signe favorable pour concrétiser l'unité. Pour les pessimistes, celui d'un travail à approfondir. Et c'est ce que nous voulons aborder ce soir avec vous, sous Moi, la je houlette de Diego ne crois pas Chauvet. cela. Je ne crois pas que ce soit inéluctable, en tout cas. Je crois que quand le pays est tourné vers des défis qui le portent, il est dans son histoire, mais dans son avenir aussi, en capacité aujourd'hui de construire un projet, de mettre en œuvre un projet qui soit de mon point de vue, ce qui est la colonne vertébrale de l'écologie politique, c'est-à-dire une approche sociale, environnementale, euh, relever la crise du défi climatique, relever la crise de l'extinction des espèces et du vivant, saisir, être convaincu et intimement convaincu que cette lutte contre le climat est indissociable de la lutte contre les inégalités. Être convaincu que c'est à la fois un objectif en soi et l'objectif qui nous porte collectivement dans notre histoire, la lutte contre les inégalités, mais que c'est aussi le seul moyen de réduire la pression que nous mettons sur la planète, donc de atténuer le changement climatique, de nous adapter au changement climatique. J'en suis pour ma part intimement convaincu. Voilà. Donc après, est-ce que aujourd'hui nous sommes en capacité de réaliser cette union? L'union ne peut se faire que derrière un projet, elle ne peut pas se décréter, on ne peut pas se dire tiens, comme à l'ancienne parfois, il faut s'unir pour gagner. Ça n'intéresse plus grand monde, ça peut intéresser encore au sein des partis, mais ça n'intéresse plus à l'extérieur. Le message de s'unir pour gagner, c'est la question de maintenant, c'est bon, pour gagner, ok, mais pour faire quoi finalement, hein. Et donc la question du projet est première. Et puis autre chose, je pense, qui fait qu'il y a cet espoir, et qui se nourrit quand même de liens aussi interpersonnels, qui se nourrit d'initiatives comme à la fois l'initiative Renaissance commune, mais Résilience commune, mais aussi l'initiative Démarche climat, mais aussi le pacte du pouvoir de vivre, ça a été dit, Plus jamais ça, etc. L'affaire du siècle. Enfin bon, il y a toute une série quand même de mouvements alternativa qui se lancent, qui forgent. Il y a là un vrai terreau pour moi de mobilisation et qui permettent d'avoir une dynamique collective. Et c'est l'autre chose qui me fait espérer, c'est que je ne crois pas du tout que l'élection de 2022 sera la rencontre d'un ou d'une candidate providentielle avec le pays. Ça sera, de mon point de vue, une équipe qui sera conduite par un ou une candidate, mais qui, de toute façon, sera, de mon point de vue,
une modernisation quand même de notre action publique, une modernisation de notre vie politique. Et ça, je crois que c'est aussi, ça correspond finalement pas mal au fait que nous avons aujourd'hui, pour porter ce projet, le besoin de rassembler largement des gens qui ont des cultures politiques différentes, même s'ils ont des objectifs partagés. Je crois que cette capacité que nous aurons à conjuguer ces cultures différentes, ces cultures historiques d'engagement ou ces cultures nouvelles pour qu'ils s'engagent avec un projet, ça sera déterminant dans notre capacité à gagner. Voilà en quelques mots ce qui m'anime depuis déjà quelques temps et qui fait que on peut s'engager avec détermination en ayant comme objectif de donner un débouché politique à cette majorité culturelle et effectivement jouer la victoire et une transformation de la société en 2022. Merci, Éric Piolle. Je me tourne peut-être maintenant vers Benjamin Lucas pour qu'il nous donne un petit peu lui aussi ce qui motive sa participation à ce débat. Oui, bon, Éric a tout dit, presque tout dit. Je vais essayer de ne pas faire de redites. La question était, est-ce que c'est possible? Je vais d'abord commencer par le fait que c'est souhaitable et nécessaire. D'abord parce que nous sommes dans un gigantesque compte à rebours et que finalement, avant même la fin de l'élection présidentielle précédente, on nous annonçait déjà quel serait le scénario de l'élection présidentielle vers laquelle nous allons aujourd'hui, en nous disant que nous allions revivre le duel entre Le Pen et Macron, si ce n'est que depuis il se sera passé 5 années d'Emmanuel Macron et qu'aujourd'hui, je pense, et que nous sommes nombreux à penser, que Emmanuel Macron non seulement n'est pas un rempart face à l'extrême droite, mais qu'il en est même l'accélérateur et qu'il est aujourd'hui, sans doute, probablement, le seul candidat qui peut être battu par Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Donc on voit bien que nous avons quelques semaines, parce que tout ça va quand même très vite, plus le temps passe, plus on se rapproche de l'échéance, quelques semaines pour créer un récit nouveau qui fédère et qui enthousiasme et l'ancrer dans la durée, mais j'y reviendrai là-dessus, Éric l'a brièvement évoqué. Parce qu'il nous faut non seulement gagner en 2022, mais pas seulement, ça a été dit avec justesse par Éric, il faut transformer derrière. Il faut entraîner la société, s'inscrire dans le temps des mutations radicales et durables. Alors, chacun appellera ces rassemblements-là comme il veut. Je ne veux pas rentrer dans le débat sémantique. L'arc humaniste, ça me va très bien. L'union de la gauche, ça me va très bien. L'écologie populaire, ça me va très bien. Appelons-le comme on veut. Ce qui compte, c'est le message. C'est souhaitable et nécessaire parce que les défis que nous avons à relever nous obligent. Je veux quand même en dire un petit mot parce que c'est l'essentiel. Nous sommes dans un moment historique où un triple effondrement est possible, voire est en cours. L'urgence démocratique, je vais commencer par là. Il y aurait beaucoup de choses à dire. On voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit la perte de confiance dans nos institutions, y compris scientifiques. D'ailleurs, souvent, c'est la responsabilité du gouvernement. On voit la montée des autoritarismes. Il y a des sondages régulièrement qui nous disent que finalement, une majorité de nos concitoyens pourraient accepter un pouvoir autoritaire s'il réglait les problèmes, sans dire vraiment quels problèmes il pourrait régler. Et puis l'offensive raciste qu'on vit dans la société, qui pour moi est un facteur de la crise démocratique. Le fait que des personnes comme Éric Zemmour aient meeting ouvert sur CNews tous les soirs, qu'aujourd'hui la parole d'un raciste ou d'un sexiste valent autant que la parole d'un humaniste ou tout simplement d'un démocrate, tout ça m'interpelle et montre que nous sommes devant une urgence démocratique où il faut remettre du sens dans la construction commune de notre démocratie. L'urgence écologique, je ne vais pas y revenir, on est tous d'accord, mais quand même, on vient de vivre le mois de septembre le plus chaud de l'histoire de l'humanité. Je l'ai dit il y a quelques jours dans un débat, mais moi je suis d'une génération où, pour mes parents et mes grands-parents, la question c'était est-ce que mes enfants auront un meilleur avenir que le mien? Pour la mienne, à l'âge que j'ai, quand on commence à s'interroger sur le fait d'avoir ou pas des enfants, la question c'est est-ce qu'ils auront un avenir? Donc on est dans un enjeu là qui est le plus grand auquel a été confrontée l'humanité, qui est l'enjeu climatique. Et puis l'urgence sociale, qui est la plus tangible sans doute pour nos concitoyens. Je ne vais pas m'étendre largement, mais là on a encore une actualité qui le montre. 1 million de pauvres en plus avec la crise sanitaire. Et on a toujours les mêmes stigmatisations, les mêmes discours de haine à l'égard des pauvres, les mêmes contreparties au RSA, les mêmes discours discriminants, les mêmes discours stigmatisants à l'égard des personnes en situation de précarité. Et tout ça renforce évidemment la défiance et l'idée que notre société n'est plus capable de se parler. Bon, et le deuxième point, et donc l'objet, la commande, si j'ai bien compris de ce soir, c'est est-ce que c'est possible? Moi, je vois des raisons d'espérer. Je vais prendre 3 petits exemples rapides, ou allez 2, comme ça je respecterai mon temps de parole. 2 exemples rapides d'événements qui se sont produits ces derniers mois. Allez, 3 quand même. Le premier, c'est les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est
tant sur le plan démocratique, parce que pour la première fois, des citoyens ont participé à des actions collectives, sont mobilisés, ont refusé de rentrer dans la matrice d'un débat qui serait uniquement sur les questions identitaires, qui serait uniquement sur les thèmes et les termes fixés par l'extrême droite, qui ont dit non, non, la question qu'on veut poser, c'est celle de la fin du mois et celle de la fin du monde. On veut parler de l'avenir de nos gosses, on veut parler des salaires, on veut parler de la dignité dans notre travail, de la dignité dans la société et donc de la dignité dans la démocratie. Eh bien, ils ont validé finalement ce que nous disons plus ou moins bien depuis des décennies et donc ils ont remis cet agenda-là au cœur de l'agenda démocratique de notre pays, là où Emmanuel Macron et Marine Le Pen voulaient surtout s'extraire de ces questions. Il y a ensuite la deuxième jambe sur la question écologique. Les marches pour le climat. On a toute une jeunesse qui, à travers le monde et dans notre pays, se conscientise et est consciente que les désordres du capitalisme, du libéralisme, que l'idée qu'on peut produire à outrance sans se soucier de l'impact sur la planète, qui est consciente que le modèle économique, qui est le modèle de la croissance, qui est le modèle sur lequel on vit depuis des décennies, il est obsolète, il est absurde et qu'il veut en changer. Et ça, je crois que c'est un élément formidable et il s'est traduit aux élections municipales par des victoires écologistes et d'union de la gauche. Eric en est le beau symbole puisqu'il a considérablement augmenté son score entre 2014 et 2020. Et qu'il a été très largement réélu. Ça prouve en plus que les réponses écologistes et sociales aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens, quand elles sont en responsabilité, elles arrivent à convaincre qu'elles sont réélues. C'est possible aussi si nous sommes lucides. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais lucide sur le fait que plus personne ne peut prétendre à l'hégémonie. Et donc il ne faut pas qu'un camp, un individu, un candidat, des partis s'arroge le droit de dire c'est comme ça et pas autrement. Plus personne ne peut faire ça. On a vu, Jean-Luc Mélenchon sort de la présidentielle à presque 20%. Il ne fait pas le rassemblement qu'il devrait faire derrière. Les écologistes sont la première force aux élections européennes, mais pas la force majoritaire au sein de la gauche. Et donc, on a finalement tous besoin les uns et des autres et de cette intelligence collective. Et surtout, j'y reviendrai, mais de nous dépasser, parce que nous, finalement, nous ne représentons pas grand-chose dans la société par rapport à ce qu'ont pu être des grandes formations politiques dans les décennies précédentes. Et voilà, je crois que nous sommes en plus dans un moment où nous ne sommes ni unanimes, et nous aurons des débats, on en a avec Gérard très souvent sur le revenu universel, on aura des débats sur plein de questions, mais on n'est pas irréconciliable. Et rapidement, je pense que la priorité, ça a été dit, ça va être redit, c'est la question du projet. Là, je crois que les déclarations d'amour, ça c'est bon, on s'en est tous faites, ça suffit. Maintenant, il faut penser à conclure et à s'engager dans une relation durable et exclusive. Il ne s'agit pas d'être seulement présent dans les mêmes manifs, de signer seulement les mêmes appels. Il faut qu'on prenne la plume. Il faut qu'on écrive ensemble, avec tous les citoyens qu'ils veulent, un projet politique qui réponde aux urgences du présent et aux grands défis du futur. Il faut qu'on mène des campagnes comme on l'a fait sur ADP. Il faut qu'on montre vis-à-vis de nos concitoyens que nous sommes capables d'incarner des propositions concrètes ensemble et de façon solidaire. Je crois qu'il faudra, de ce point de vue-là, réussir ce que certains ont essayé de faire. Ce que nous faisons, c'est la fusion finalement de deux histoires. L'histoire de la gauche dans ce pays, des mouvements ouvriers, tous ces combats, et l'histoire de l'écologie politique. Il faut qu'aucune n'absorbe l'autre, mais il faut que ces deux histoires fusionnent. Et par ailleurs, elles sont dans le réel aujourd'hui, en capacité d'incarner les réponses justes à la situation que nous vivons et d'inventer les réponses aux défis du futur. Moi, je crois en plus qu'il y a une vraie course de vitesse aujourd'hui avec l'extrême droite sur la question sociale, mais aussi demain sur la définition qu'on fera de l'écologie. Parce que Marine Le Pen, elle va parler d'environnement dans la prochaine élection présidentielle. Elle va y mettre tout sauf de l'écologie, parce que pour moi, l'écologie est par nature progressiste, humaniste, sociale. Mais on voit bien qu'il y aura une bataille sur les termes et la sémantique quand on voit déjà comment, sur les questions économiques et sociales, nous avons laissé à la droite, depuis plusieurs décennies, le soin de matricer le débat politique et de finalement complètement dévoyer les thèmes du débat politique. Et enfin, c'est le dernier mot, je vois qu'il me reste 1 minute, j'ai mis mon petit chronomètre. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Là, j'ai fait la petite dissertation sympathique qu'on va tous être capables de faire. C'est comment on fait. C'est quoi la méthode? C'est là le plus difficile. C'est là sur quoi il faut qu'on débatte et qu'on travaille. Je vais rêver à voix haute 30 secondes. Ce que je dis n'engage pas mon parti, ce que je dis n'engage personne. Ce que je dis vient de mon esprit un peu embrumé par l'angine, comme vous pouvez l'entendre. Moi, je crois qu'il ne faut pas opposer les partis et les citoyens. Je l'ai dit, nous avons des partis politiques qui aujourd'hui n'incarnent plus dans la société une force qui leur permettrait de dire nous pouvons seuls déterminer quelles sont les réponses politiques au moment et aller seuls à la bataille. Ça ne marchera pas. À ce jeu-là, on aura des machines avec beaucoup plus de pognon et beaucoup plus de force que nous, qui sont l'extrême droite, la République en marche et tout ça, malgré le fait que la République en marche soit un nain localement et un nain partidaire. Mais on aura des machines fortes. Donc les machines partisanes, elles ne sont plus les seules. Ceci dit, les partis, moi j'y crois beaucoup. D'ailleurs, je suis porte-parole d'un parti parce que ce sont des instruments de transmission de la mémoire, de formation, qui construisent, qui réfléchissent, qui sont des outils de démocratie. Mais il faut les conjuguer à toutes les initiatives citoyennes. J'en ai cité quelques-unes.
qui existent dans la société, qui sont nécessaires, qui parfois, sans doute, manquent de capacité à construire un débouché politique, mais qui enfin ont souvent bien des leçons à donner aux partis. Donc, il faut réussir cet alliage-là. Il faut le faire par la démocratie. Moi, je crois beaucoup à la méthode de la votation citoyenne, au vote préférentiel. Je ne crois pas aux primaires qui excluent, qui fracturent. Je crois à des choses, à des formes nouvelles. Pourquoi pas des assemblées générales locales dans lesquelles on discute d'un projet puis on le porte dans une grande convention nationale ensemble. Et c'est un individu égale une voix, chacun a voix au chapitre, qu'on soit dans un parti politique, qu'on n'y soit pas, on vient et à travers des débats et de la démocratie, on vote et puis on construit un projet commun. Et enfin, c'est mon dernier mot, je l'ai dit tout à l'heure, gagner ne suffira pas. Gagner ne suffira pas. Parce que l'enjeu dans lequel on est, à mon avis, c'est il suffit pas de faire le petit calcul cynique que font tous les autres. Et si nous faisons ça, on aura perdu. C'est de dire, je veux faire 25% au premier tour de la présidentielle, comme ça je suis face à Le Pen et je suis élu, ou comme ça je suis face à Macron et je suis peut-être élu. Ça ne marche pas, parce que notre projet à nous, il n'est pas simplement d'être élu à la présidence de la République, que l'un ou l'une des nôtres soit élu à la présidence de la République. Notre projet, il est de transformer radicalement la société, de changer le modèle économique, de changer le modèle démocratique, parce que, on l'a dit, les urgences sont là. Donc, il faut agréger une majorité. Eric parlait de majorité culturelle. Oui, il faut entraîner une majorité de nos concitoyens. Pour ça, il faut la grande force démocratique et citoyenne capable de gouverner. Et pourquoi pas la constituer comme on le ferait si on devait changer les règles de la République par une constituante et donnant la parole aux citoyens de gauche et écolos qui veulent se reconnaître dans ce projet-là. Voilà, donc je crois que c'est possible et je crois qu'il faut s'y atteler maintenant. Et merci pour cette initiative. Merci Benjamin Lucas. Claire Jeune, écoutez, la même question qu'on a posée à Éric Piolle et à Benjamin Lucas. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Pour commencer, même constat que Éric, que Benjamin, on est dans une situation qui devient complètement intenable du point de vue des destructions sociales et environnementales. Et je pense qu'on est aussi dans une situation assez inégalée du point de vue de la déconnexion totale et de l'aveuglement total que les élites économiques et politiques ont par rapport à ce qui se passe en réalité sur le terrain. Ça nourrit forcément un rejet du système, mais c'est le système dans ses dimensions institutionnelles. Il y a je pense, une immense colère qui est en train de monter et qui va seulement être exacerbée par là toutes les conséquences sociales de la pandémie, du confinement. Donc, ce qu'il faut mesurer, je pense, c'est à quel point cette première partie du quinquennat a fait du mal à la société et à quel point, en fait, l'espace de temps qui nous sépare aujourd'hui de l'échéance de 2022 va être violent, va être extrêmement violent. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on mesure à quel point on a une responsabilité qui est juste immense. Et c'est pour ça que aussi dans l'appel des 1000, on a fait référence à la décennie critique. C'est-à-dire que 2022, on peut pas se permettre d'être dans un pari de OK, le spectre progressiste est en train de se recomposer. Donc, en fait, on utilise 2022 pour renforcer un camp, une famille de ce camp, et on verra en 2027. Il faut vraiment qu'on ait tous chevillé au corps cet objectif de gagner en 2022. Parce que le risque, c'est aussi que 2022, disons, on repart sur un second quinquennat Macron qui sera encore plus violent parce que la pente du libéralisme autoritaire va s'accentuer encore plus et avoir des conséquences encore plus fortes sur le quotidien des gens. Moi, j'ai peur de l'état dans lequel on retrouve la société après encore 5 ans de politique telles qu'on les connaît aujourd'hui. J'ai peur qu'en fait, une alternative qui prône la démocratie, qui remet la solidarité au cœur du projet politique, elle soit plus du tout audible en fait dans 6-7 ans. Parce que en fait, on est sur une pente extrêmement glissante. Et par rapport à ça, ce qu'on pense nous, ce qu'on fait nous, ce qu'on porte nous, c'est-à-dire un projet de rupture, de transformation radicale, c'est pas seulement qu'il est utile et souhaitable, c'est qu'il est absolument vital en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que on lâchera rien du côté de ma génération et de la société civile. Ce que je vois lorsqu'on a construit par exemple le mouvement Résilience Commune, qui est donc une agrégation d'organes de jeunesse en gros de la gauche écolo, et avec laquelle, dans le cadre de laquelle on travaille beaucoup avec tous les jeunes qui ont organisé les marches climat, qui sont dans les mouvements écolos. Je pense que cette urgence-là, on en a vraiment tous conscience, et tous conscience que les leviers pour changer rapidement les choses, en fait,
certes, ils sont à l'échelle locale, municipale, régionale, départementale. Il ne faut pas enjamber les élections intermédiaires. Mais en fait, la bascule, on pourra l'enclencher seulement si on prend le pouvoir à l'échelle nationale. C'est pour ça que 2022 est dans le viseur, en fait, de plein de personnes qui ne sont pas des militants politiques des partis. En fait, là, ce qui est peut-être nouveau, c'est qu'il y a toute une partie de la société civile qui est en train de s'y intéresser très tôt parce qu'on se rend compte à quel point le compte à rebours est enclenché. Et il y a effectivement énormément de choses qui sont en train d'arriver du côté de la société civile, énormément de murs qui sont en train de tomber. Le collectif Plus Jamais Ça, c'est un exemple paradigmatique. Le fait qu'ils ont réussi à écrire ensemble ces 34 mesures, enfin, c'est assez inédit quand même. Et par rapport à tout ça, en fait, il y a une espèce de retard, de décalage en fait, entre tous ces murs qui tombent du côté de la société civile, toutes les luttes qui sont en train de se coaliser. Lorsque les militants Prima sont allés manifester avec les militants antiracistes à Beaumont, bah, ça dit beaucoup en fait sur la cohérence du projet, sur la cohérence de la vision que tous ces militants portent sans être forcément dans les partis. Et à côté de ça, on a encore un camp progressiste qui est fracturé et qui est sur des logiques concurrentielles, des logiques de rapport de force et qui est sur des logiques de paris stratégiques qui sont en fait déconnectés d'une volonté réelle et sincère de vraiment l'emporter ensemble, quoi. Donc, je pense que le constat de ce fractionnement, de cet émiettement qui perdure malgré un peu les signes, les signes d'une volonté de faire ensemble, je pense que c'est pas du tout indépassable. Les tensions dans la sphère politique partisane, elles sont légitimes, hein, elles sont liées à des histoires qui nous ont menés à nous combattre férocement. Enfin, moi, j'étais pas forcément là, mais j'en ai conscience. Et elles sont valables aussi sur le fond. Il y a peut-être 80% d'accords, mais en fait, il reste ces 20% de désaccords sur des choses qui parfois sont assez structurelles. Mais l'idée, c'est en fait, en restons pas à se dire, ah ben, on n'est pas d'accord sur ça, donc point de tension, donc impossibilité d'avancer. En fait, ce qu'il faut réellement qu'on ait, et je pense que c'est une des conditions pour qu'on arrive à avancer ensemble là dans les semaines qui arrivent, il faut qu'on ait un espèce d'espace neutre où on puisse venir discuter de ces points de tension et de la perspective d'un travail commun, mais qui soit pas le terrain de tel ou tel parti, qui soit vraiment un terrain neutre. Et c'est pour ça, c'est là où je trouve que c'est vraiment important de réfléchir à l'articulation avec ce qui se passe dans la société civile. C'est-à-dire que si on arrive à penser cette dynamique commune en la pensant comme une articulation entre les organes de la société civile et les organisations politiques, ça crée une intermédiation qui fait descendre un peu les tensions entre les organisations partisanes et qui peut nous permettre d'avoir un dialogue, je pense, beaucoup plus sain et beaucoup plus constructif que si on était juste dans du rapport de 1 à 1 entre les organisations partisanes où là, en fait, les enjeux stratégiques, les enjeux de poste, les enjeux de place sur des listes sont tout de suite facteurs vraiment, vraiment de tension. Donc, je pense que c'est ça l'enjeu, c'est que chacun, on a une histoire militante propre, on a fait le choix de s'engager dans telle ou telle structure. Et là, on arrive vraiment à un moment où c'est tous important que, en responsabilité, on fasse un pas de côté par rapport à nos appartenances partisanes, qu'on décrispe un peu les identités partisanes et qu'on passe beaucoup de temps dans les espaces interstitiels, quoi, qu'on passe beaucoup de temps à nourrir tous les ponts, en fait, plutôt que à donner du grain à moudre aux facteurs de division. Donc, je pense que cette plateforme commune de laquelle on parle ce soir et que je pense tous là, on appelle de nos voeux, je pense qu'elle est vraiment possible, mais je pense qu'il faut la réfléchir vraiment pas en termes de union et union homogène. Je pense qu'il faut vraiment être lucide sur le fait qu'on est différents et que c'est peut-être ça qui va justement nous rendre plus forts ensemble. Et donc, il faut peut-être la penser comme fédération, comme archipel, je ne sais pas quel mot poser dessus, mais il nous faut ce cadre dans lequel on puisse tous venir apporter au pot commun sans forcément renier l'organisation de laquelle on est issu. Et je pense que c'est cette main tendue
Et elle a été maintes fois tendue, en fait. Il y a eu beaucoup d'appels, mais c'est bien, ça permet aussi, derrière tous les appels, en fait, ce qu'il faut voir, c'est les coulisses. C'est-à-dire, l'important, c'est le texte, bien sûr, une fois publié avec les signatures, mais l'important, c'est tout ce qui se passe en amont, c'est toutes les discussions entre des personnes qui se seraient pas croisées, en fait, s'il n'y avait pas eu ce projet de commencer à écrire ensemble, de créer ensemble. Donc, je pense il faut repartir de tout ça et il faut que cette main tendue, elle se fasse sans exclusive. Euh, C'est-à-dire que je pense que de la FI au PS, il y a quelque chose qui est possible à construire en commun, mais il faut pas que ce soit il faut pas qu'on puisse avoir le soupçon que ça naît d'une volonté de minoriser ou d'exclure une fraction de cet arc-là. Donc, je pense que c'est un peu les deux conditions. C'est de partir en fait, de repartir de ce pourquoi on s'est engagé en politique en premier, c'est-à-dire gagner des élections pour pouvoir changer la vie des gens. Et là, ça devient complètement urgentissime de le faire. Donc, d'essayer de se reconnecter avec cette raison première et par rapport à laquelle, en fait, après notre adhésion à telle ou telle structure était finalement un peu secondaire. Euh, et puis, il y a cette construction d'une dynamique, en fait, qui n'est pas l'outil de tel ou tel parti, mais qui est cet espace neutre où les citoyennes et les citoyens peuvent avoir pleinement leur part et ça nous aidera justement beaucoup à dépasser les crispations qui peuvent se créer lorsqu'on discute que entre partis, en fait. Donc, je pense que cette intermédiation, en repassant en fait par les luttes sociales, en repassant par la société civile mobilisée, on peut arriver à construire quelque chose qui tienne la route pour aller ensemble jusqu'à 2022. Merci Claire Lejeune. François Ruffin, donc je vérifie, n'est pas encore arrivé. Du coup, peut-être Gérard, c'est à vous de nous répondre. Oui, mais je suis heureux qu'on discute ainsi avec empathie, parce que la gauche, ça peut pas être un soliloque, ça peut pas être une seule personne, c'est par définition très horizontal, très collectif, très croisé, très commun, et ça nécessite beaucoup de construction, de maillage pour réussir. Et c'est une nécessité de le faire, on l'a tous dit. Je veux dire, on va pas se faire battre en 2022 quand même. Macron, c'est la France start-up. C'est la fin de la sécurité sociale. Il veut supprimer les cotisations sociales. C'est une société post-salariale. Il veut ibériser la plupart des salariés. S'il avait les coups des franches en 2022, il le ferait. Jusqu'à présent, il a des obstacles face à lui. Il a eu les cheminots, les gilets jaunes, les syndicats, des mobilisations sociales de toutes sortes. Mais s'il gagnait en 2022, ce serait une tragédie dans l'histoire de notre pays. Et donc, il y a une nécessité d'aller vite et d'aller surtout ensemble. Alors, moi, je pense que la France ne paraît de droite que parce que nous ne sommes pas unis. S'il y avait quelque chose qui soit un phare, un point commun avec du contenu, mais qui disent, bon, il y a enfin une issue autre que Macron-Le Pen, les gens ne s'abstiendraient plus. L'abstention, c'est parce que nous ne sommes pas assez unis et pas assez forts. L'abstention, c'est parce qu'on ne propose pas suffisamment de contenu. L'abstention, c'est pas la faute aux gens, c'est notre faute. Et il ne faut pas remettre ça sur l'idée que on peut passer par-dessus la question de l'unité. Il faut additionner les partis pour les dépasser. Il faut réunir tout ce qui est la myriade de forces actuelles, la mosaïque de la gauche, pour pouvoir faire à nouveau une grande dynamique et un grand mouvement commun. Enfin, on a 10 millions de pauvres, nous, d'ici à la fin de l'année. On a 800 000 chômeurs de plus. Il y a 484 plans sociaux. Le salaire médian est de 1 700 euros. La précarité s'étend, elle va dépasser les 15, 20, 25% maintenant. Et ça gangrène la totalité de l'activité sociale et humaine, individuelle, collective du pays. Et donc, on ne peut pas ne pas avoir quelque chose à répondre d'urgence.
On ne peut pas contourner ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Moi, je rêve que, moi aussi, Benjamin, qu'on puisse faire une réunion comme ça pratiquement toutes les semaines avec toute la gauche et que les gens s'échangent. Un jour, ça marche, un jour, ça ne marchera pas bien. Mais l'habitude de travailler, de se rencontrer, de se connaître et la précondition, est-ce qu'on réussisse à faire une plateforme? Parce que, deuxième chose, c'est pas seulement l'urgence, c'est comment. Alors là, moi, ça fait des mois et des mois et des mois. Et la question ne se pose plus seulement de parler. La question se pose de quand est-ce qu'on se met au travail. Et là, il faut, même celui qui dit je ne veux pas voir les autres, il faut quand même qu'ils viennent dans un coin de l'écran et qu'on soit tous là. Il ne faut pas d'exclusif, il ne faut pas d'hégémonie. Il faut arriver à dire comment on la bâtit, cette unité. L'unité, c'est rédiger une plateforme. Ce n'est pas désigner des gens, jouer à la loterie entre un tel, et dire celui-ci est mieux, la cravate de l'autre est mieux. Non, c'est une plateforme. Et quand je dis plateforme, je dis intentionnellement pas programme, parce qu'on me dit c'est trop difficile, il y a trop de différences. Mais l'unité dont on a besoin pour gagner, puis pour gouverner, c'est une unité d'action. C'est pas une unité de pensée. On n'est pas obligé d'avoir tous la même chose, la même histoire, la même version dans la tête, pourvu qu'on ait 8, 10 ou 12 points essentiels sur lesquels on soit d'accord et qu'on soit décidé à mettre en œuvre. Et l'idée de plateforme à 8, 10 ou 12 points, je ne sais pas, mais où on met les points essentiels, ça me semble être la bonne démarche pour écarter tous ceux qui disent oui, il a telle philosophie là-dessus, il a telle vision du monde. C'est pas la vision du monde, c'est la vision de la gouvernance qu'on veut faire pour changer les choses concrètement pour des millions de gens. Et ça, 8, 10 ou 12 points, c'est pour ça que je prends l'expression de plateforme et l'expression de travail autour d'une table. Au Portugal, un jour, ils ont gagné les élections sans le vouloir vraiment, la gauche. Ils n'avaient pas de programme. Ils se sont mis d'accord en 72 heures. Parce que s'ils ne se mettaient pas d'accord en 72 heures, c'était la droite qui gouvernait, alors qu'elle avait 20 députés de moins qu'eux. Si on se disait, bon, attendez, il y a eu urgence avant les régionales, et surtout avant les présidentielles, et on se met autour de la table et on a un timing, on va y arriver, bon, la volonté politique l'emporterait, je crois. Alors, après, le contenu, on dit tous, social, écologie, démocratie. Bon, on a tous un apport particulier. Moi, je vais insister plus sur le social. Des gens plus compétents vont insister sur la question de l'écologie et on va tous insister sur la question de la démocratie. On a tous quelque chose à apporter. Bon, sur le social, en ce moment, moi, je rage qu'on n'ait pas le mot d'ordre de contrôle sur les licenciements. Parce que si on veut tenir les employeurs, quand ils font des plans après s'être gobergés avec les fonds publics et qu'ils encaissent d'un côté le CICE ou la suppression de l'impôt compétition puis qu'ils licencient quand même, il faut contrôler les licenciements parce que quand on peut dire non au licenciement administrativement et juridiquement, ça devient une question politique. On ne nous fait plus le coup du laisser-faire, c'est eux qui décident. On se donne les moyens de contrôler ce qu'ils font. Et quand on se donne les moyens de contrôler ce qu'ils font, on se donne les moyens de négocier la reprise, la cession, la fusion, la transformation de l'entreprise. Et ça évite tout ce au quoi nous assistons aujourd'hui, qui sont des purs scandales, quoi. Bon, du genre Bridgestone et comme c'était avant avec Goodyear ou avec PSA. Goodyear, ils ont gagné 6 ans plus tard le procès pour avoir raison. On ne veut pas gagner en 6 ans, nous. On veut pouvoir dire non au licenciement maintenant. Et ça, c'est la première des questions. De même que le droit du travail. Ils ont détricoté le droit du travail. Les gens maintenant sont livrés à eux-mêmes, à des négociations. Ils ne savent plus quelle est la durée de la journée, de la semaine, comment on peut se protéger avec une convention collective, comment on peut sur les salaires. Bon, ça, c'est un truc absolument fondamental que de reconstruire des droits, des tas de droits dans les entreprises, au lieu de l'avoir laissé se déliter. Puis la santé. Ils n'ont rien fait entre la dernière vague de pandémie et maintenant. Maintenant, ils disent, attends, il manque des gens à les hôpitaux, les soignants sont épuisés, etc. Mais il faut d'abord tout de suite, à nouveau, des dizaines de milliards, c'est-à-dire 5 milliards dans la santé, 5 milliards dans la recherche, tout de suite, pas dans 21, 22, avec une augmentation des salaires. C'est tout de suite que ça se fait, l'augmentation des salaires. Parce que les gens, ils peuvent plus tenir. On leur demande des efforts absolument considérables comme soignants et ils n'ont pas de salaire. Bon, ensuite, après, il y a l'écologie. Mais l'écologie, je veux dire, c'est la façon dont ils le font maintenant, c'est du vent, c'est de l'air. Pas du bon air et pas du bon vent. Ils masquent, ils adaptent, ils parlent de capitalisme vert, mais l'écologie, elle est anticapitaliste. Si on ne change pas le système est prévu pour la recherche du profit maximum. C'est opposé à l'idée de recherche d'un bien-être et d'une vie au maximum cohérente sur la planète. Le capitalisme produit 2000 milliards d'armements par an. 2000 milliards. Et ils s'en servent. Et ils veulent s'en servir.
Les 2000 milliards, on en a besoin pour l'écologie, pour la planète. Et là, c'est ça, là que c'est carrément incompatible et qu'il faut faire les transformations fondamentales avec tout ce que nous réclamons tous les jours et que Macron n'accorde pas plus que le reste. Bon, puis après, il y a la démocratie. Et là, moi, j'ai vu, en observant quand même les programmes différents des uns et des autres, on a fait ce tableau comparatif. Là, il y a 14 sensibilités politiques qu'on a alignées en colonne et tout. Ça a un avantage. C'est que maintenant, presque tout le monde est pour une 6e République. Tout le monde est pour une République 6e démocratique, proportionnelle, laïque, féministe, écologique, internationaliste et pacifique. Ah, c'est tout un programme en une seule ambition, une seule vision quelque part. Et ça, c'est le programme de la démocratie. Et la démocratie, c'est pas seulement une forme, ça doit être méticuleux, ça doit être scrupuleux, ça doit être construit, ça doit être respecté. La démocratie, la procédure, c'est la sœur jumelle de la liberté. La procédure, c'est la façon de se respecter. Et c'est valable dans nos échanges à nous, à gauche, et c'est le modèle de ce qu'on doit faire si nous parvenons au pouvoir. Là, on dira, oui, mais les marchés, mais oui, les marchés vont nous empêcher. Mais oui, les libéraux européens vont nous empêcher. Ça, on le sait d'avance. On se heurtera à eux. Mais si on a une puissance dynamique et si on a des voix en suffisance et qu'on commence à transformer la société, parce que c'est le lendemain, hein, la hausse des salaires, la lutte contre le chômage, c'est pas étalé, parce que les gens diront ils sont comme les autres. C'est vrai que ce qui compte, c'est ce qu'on fera le lendemain. Et donc le lendemain, il faudra transformer, on va mettre du beurre dans les assiettes. Il faudra transformer la vie concrète des gens, parce que c'est la condition pour que la démocratie ensuite apparaisse nécessaire pour défendre les conquêtes qu'on aura à ce moment-là fait gagner. Et la condition d'une constituante, c'est presque la hausse des salaires. Et que les gens comprennent qu'on change tous ensemble la vie pour ça. Alors après, c'est bien, on a tous dit, hein, y a l'appel des 22 organisations. C'est rare, on a une chance unique que tous les syndicats, enfin la CGT en tout cas, la FSU, Sud, se soient mis ensemble pour nous proposer une plateforme en 37 points. Bon, c'est à discuter, ils nous proposent. Depuis le début, nos organisations politiques n'ont pas répondu à la hauteur de ce que c'était. Mais moi, quand j'ai lu le plan, je me suis dit, mais c'est fantastique. J'ai lu la plateforme des Verts, qui est datée du 5 avril. Parfois, souvent, j'ai des nuances, sinon des divergences. Je me suis dit, mais là, je suis d'accord. Après, je regarde les documents des uns et des autres. Il n'y a aucune raison qu'on ne parvienne pas à un accord. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pas une mission impossible, c'est une mission nécessaire. C'est une mission urgente. Et on peut le faire. Merci Gérard Filoche. Du coup, bon, de ce premier tour de table, bon, on sent très bien que vous êtes tous d'accord sur le principe, que ça semble répondre effectivement à une urgence. Alors, dans la société, bon, on n'en sait rien, mais en tout cas, face aux dégâts provoqués par le quinquennat d'Emmanuel Macron, comme l'a rappelé notamment Claire Lejeune tout à l'heure, on a ce besoin de trouver une plateforme pour construire une alternative majoritaire, on va dire. On a entendu également qu'il faut s'entendre sur du contenu. GDS a mis en ligne ce comparatif. En même temps, on sait que un certain nombre, là aussi, d'organisations peuvent avoir, au-delà de la question du casting, connaître un certain nombre de divergences aussi sur les contenus. Donc, je me retourne à nouveau vers Éric Piolle. Est-ce que on est en mesure vraiment de dépasser, j'en sais rien, par exemple, quand chez EELV, j'entendais la semaine dernière Damien Carême invité à l'Agora de la France Insoumise dire bon, il y a des choses qu'on peut faire dans le cadre des traités européens, changer les traités européens c'est trop compliqué, c'est chiant. Et puis au contraire, chez les Insoumis, on va plutôt entendre il faut sortir des traités. Est-ce que c'est des choses qui peuvent être mises de côté, qu'on peut dépasser, ou est-ce que irrémédiablement, à la fin, si l'idée c'est de changer la vie et qu'on n'est pas d'accord sur les outils pour la changer, finalement, est-ce qu'on échoue? Ce sujet est effectivement intéressant, la question de l'Europe. Il me semble que pour aborder ces questions-là, on doit d'abord partager le diagnostic.
Et on verra peut-être que sur le diagnostic, finalement, le consensus peut se faire. Donc, si on fait cette démarche-là, c'est un premier point de dire, bon, OK, on commence, finalement, on est d'accord sur le diagnostic. Deuxièmement, on peut dire qu'est-ce que nous voulons porter à l'échelle européenne, quelle est la politique que nous voudrions porter à l'échelle européenne. Et là aussi, peut-être, sans doute, en tout cas j'imagine, que nous pouvons avoir un consensus là-dessus. Troisième volet, c'est finalement comment on y arrive, comment on pousse dans cette direction. Et c'est là, sur cette dimension qui est une dimension pour moi tactique ou stratégique, que aujourd'hui les expressions diffèrent. Les expressions diffèrent parce que certains disent que de toute façon il faut rester dedans et peser, voir comment ça évolue, mais de toute façon que la construction européenne est une étape nécessaire, indispensable dans notre façon de voir le monde aujourd'hui. Et d'autres disent non, finalement on pourrait éventuellement décider de sortir de l'Europe. Je crois qu'il faut là-dessus faire confiance, mesurer quand même humblement que ni les uns ni les autres n'ont une stratégie gagnante où on se dit tiens on va faire ça, et puis à la fin on arrive à nos fins. Hein, et c'est aussi en partant des limites de chacune des stratégies que on peut se dire que finalement, est-ce que le sujet mérite de se séparer ou pas? Parce que se séparer pour une stratégie qui n'a pas un pourcentage de victoire extrêmement important dans un cas ou dans un autre, pour moi, ça fait partie des choses qui doivent se discuter. Est-ce que ça vaut la peine de se séparer pour ça, ou en fait tout ce qu'on a à faire ensemble fait que on peut discuter de ce socle de tout ce qu'on a à faire ensemble et se dire que nous adopterons une stratégie tactique vis-à-vis de la construction européenne. Moi, je suis un fervent européen, et je crois aussi que l'histoire a montré à la fois en 2008 et maintenant que en fait l'Europe est capable elle-même de s'asseoir sur ces traités. La question, c'est comment finalement on s'assied sur les traités. Est-ce qu'on le fait pour des intérêts qui nous sont communs dans la transformation de la société, importants, ou est-ce qu'on a le droit de le faire que pour sauver la finance ou faire face à une crise sanitaire majeure, et que finalement le reste du temps on va faire monter le taux de dette et puis une fois qu'on sera à 120, 130, 140% de dette du PIB, on nous expliquera, comme on nous expliquait quand c'était 60%, que c'est un mur infranchissable et que si on passe de 140 à 141, alors tout s'effondre et donc ça mérite de mettre en œuvre toutes les politiques d'austérité qui aujourd'hui ont des conséquences sociales. Là évidemment il y a un saut, Gérard le rappelait avec justesse à cause du Covid, mais enfin le degré de pauvreté, je rappelle qu'avant le Covid, à l'automne dernier, la France a battu son record, son triste record de pourcentage de personnes en situation de pauvreté en France. Elle l'avait déjà battu l'année d'avant, et comme nous n'avons jamais été aussi nombreux, c'est non seulement en pourcentage, mais en nombre, que la France n'a jamais connu autant de pauvres. Donc, de fait, on a là un objet majeur, qui est de dire que nous voulons transformer la vie et que nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas, que les deux objectifs sociaux et environnementaux sont indissociables. Et peut-être, je pense que l'Europe fait sans doute partie des sujets les plus durs et importants. Il y en a qui sont important dans notre imaginaire collectif et sur lequel il y a beaucoup de matière à discuter autour du rapport à la République, du rapport à la nation, du rapport à la laïcité. C'est des sujets qui souvent nous fracturent, alors qu'ils sont peut-être, qui souvent viennent masquer en fait derrière les débats autour de la lutte pour l'égalité et la lutte contre le dérèglement climatique. Là-dessus, il y a peut-être matière aussi à repartir de quels sont nos principes
de vie plutôt que de s'écharper directement sur la position d'arrivée, où on sait que en fait aujourd'hui c'est un bon moyen pour diviser la gauche, c'est d'envoyer une petite patate chaude sur un sujet comme ça et on s'étripe joyeusement avec toute notre énergie. Mais finalement là, à la fin, on n'a rien produit du tout. Donc ces sujets-là doivent être pris pour moi avec délicatesse, respect de nos cultures respectives. Mais sans nier qu'aujourd'hui, ça sert aussi d'épouvantail à tout un monde néolibéral pour continuer à conserver le pouvoir. Donc, il faut distinguer les sujets qui sont des sujets de fond majeurs dans notre stratégie d'avancée, comme l'Europe, et des sujets qui sont plus liés à notre identité, qui sont extrêmement importants parce qu'ils touchent à notre identité, à notre façon de voir la France. Et ces sujets-là, sur l'identité, il faut les prendre avec délicatesse parce que peut-être que du coup, on va arriver à des convergences. Moi, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon parler de créolisation, moi, ça fait depuis que je suis élu que je parle de créolisation parce que ça me semble être un concept qui correspond à un truc que je sens, d'abord à un constat qui est là et que finalement, je me dis, peut-être que au-delà de ce qu'on voit de cette partie mousse, en fait, quand on discute, on peut arriver à des positions qui sont beaucoup plus consensuelles que ce qu'on pourrait imaginer. Merci, Actuel. Benjamin Lucas, je vous envoie un peu la même question. Est-ce que vous pensez que les différences qu'il peut y avoir parfois sur les contenus sont au moment où il va falloir faire des choix ne vont pas devenir un petit peu indépassables? Moi, je crois qu'on est beaucoup moins fracturé et divisé qu'on l'était dans le quinquennat de François Hollande, entre nous. Marquez, c'était pas dur. On avait un gouvernement qui se prétendait de gauche, qui faisait la déchéance de nationalité, mesure portée historiquement par l'extrême droite, et la loi travail qu'on a combattue avec Gérard au sein du Parti socialiste, qui reprenait mot pour mot le discours de Sarkozy au Trocadéro le 1er mai 2012 pour se faire élire, en disant qu'il allait démanteler le droit du travail. Donc de ce point de vue-là, au moins aujourd'hui, je crois que tout le monde aura compris à gauche la nécessité d'une rupture franche et claire avec le libéralisme. Après, oui, il reste des débats entre nous. Il reste le débat de la question productiviste, du rapport à la croissance. Il reste, nous portons le revenu universel d'existence. C'est loin de faire consensus dans la famille. Mais ce sont des débats, j'allais dire, heureusement. Et quand il y a eu des processus d'union de la gauche dans le passé, qui n'étaient pas la gauche écolo, mais il y avait quand même, il y avait des débats importants. Enfin, quand même, quand le Parti communiste et le Parti socialiste s'unissent dans les années 70, pardon de faire un peu d'histoire, mais enfin, quand même, il y a à l'époque la guerre froide, il y a un bloc soviétique, et deux partis en France arrivent à s'unir. Ils ont des cultures différentes. Alors, vous avez de la haine des deux côtés parfois qui s'exprime, mais ils arrivent à s'unir et à faire œuvre commune. Mais je crois que la question, à la rigueur, c'est pas tant à nous qu'elle est posée. C'est à celles et ceux qui ont besoin, qui veulent que nous soyons unis, qu'on arrête un peu les chamailleries. Et finalement, c'est ça qui fera l'unité. C'est est-ce qu'à un moment on entendra ce qui se passe dans le pays, quelles sont les aspirations, et qu'on construira un programme avec les citoyens en fonction de ce que sont leurs aspirations, et ils trancheront finalement les débats qui se posent entre nous. Mais par ailleurs, et je finis de ça pour pas être trop long, il y a plein de débats qu'a évoqué Eric. Oui, il y a des débats. Moi, je suis horrifié de voir que la gauche, sur la question républicaine et de la laïcité, vous avez des camarades, des amis à moi, qui peuvent tenir des propos qui honnêtement étaient ceux de Valls, c'est qu'on a tellement pas tenu bon sur cette question pendant des décennies qu'aujourd'hui, vous avez des copains qui peuvent raconter n'importe quoi sans même le comprendre eux-mêmes, ou simplement, comme on le faisait sur la question économique il y a quelques années, vous savez, il y a des gens qui pensent que pour être sérieux, pour être sérieux, pour être crédible, il faut reprendre un peu les mots de la droite parce que ça fait sérieux et qu'on a des brevets de crédibilité. Mais je veux leur dire tout de suite, ces gens-là ne nous décerneront jamais de brevets de crédibilité. Et ça tombe bien, moi, c'est pas à eux que je veux demander des brevets de crédibilité. C'est auprès de celles et ceux qui ne votent plus. C'est ceux qui, dans les quartiers populaires, c'est ceux qui, dans la société, décident que finalement tout ça ne sert plus à rien. C'est à elles et eux que nous allons devoir les parler. Mais d'un mot là-dessus, sur nos différences entre nous. Mais elles traversent aussi nos formations politiques. Moi, j'ai passé 15 ans dans un parti, le Parti socialiste, on ne parlait plus la même langue à la fin. Donc effectivement, la question, elle n'est pas seulement de faire un label commun pour aller aux élections, sinon ça ne tiendra pas. Parce qu'il faut gouverner derrière. Et gouverner quand on aura contre nous quand même, parce que là, on est dans la partie facile du diagnostic. Comment on fait pour aller à l'élection et la gagner? Ok, mais une fois qu'on l'a gagnée, comment on fait pour, en responsabilité, agir, transformer la société? C'est là que ça va être le plus dur. Gagner une élection, tout le monde peut le faire. Regardez, Macron a même réussi. C'est dire. Mais Hollande a même réussi, c'est dire. Bon, gagner une élection, tout le monde peut le faire. Après, dans l'exercice des responsabilités, c'est difficile. Et c'est pour ça, moi aussi, je crois, on a fait dans la campagne de 2017 ce discours sur l'idée qu'il n'y a plus d'homme providentiel, qu'il faut rompre avec la Ve République qui honnêtement est complètement obsolète, ça veut plus rien dire. En plus, vous n'avez plus de général de Gaulle ou de François Mitterrand, et tant mieux. Moi, je souhaite plus ce modèle-là de pratique du pouvoir, donc tant mieux si on n'en a plus. Et moi, je suis pas dans la nostalgie, etc. Mais ces débats-là, ils nous traversent entre nous, il faudra les régler comme ça, avec les citoyens, et en discutant, en allant sur le fond. Et puis, moi,
à partir du moment où c'est la démocratie, moi, j'ai pas de problème à perdre. Moi, si le revenu universel, je pense que c'est la bonne réponse. Si celles et ceux qui portent cette aventure collective considèrent majoritairement que c'est pas la bonne réponse, tant pis, je continuerai à le porter dans des débats entre nous, à le porter dans la société. Mais c'est pas grave. On peut être d'accord sur un programme de gouvernement qui soit pas un programme à minima. Et c'est ça, c'est trop souvent, on a cru que faire des alliances, faire des accords, c'est se mettre d'accord sur le plus petit dénominateur commun. Moi, je crois pas au regard des urgences. Il faut un programme radical. Radical en matière d'écologie, radical en matière sociale, radical en matière démocratique. Mais on peut faire un programme radical tout en étant des gens qui apaisons la société. C'est pas incompatible. Je crois que nous allons pouvoir faire la démonstration qu'on fait les deux. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que font déjà un certain nombre de maires qui ont été élus, de maires écologistes qui ont été élus, qui mènent des transformations radicales. Alors parfois, on va chercher la petite bête, on va les agresser sur 2 ou 3 mesures symboliques. Mais regardez ce qu'ils font dans leur commune. Ils sont en train d'engager des transformations radicales et ils le font en rassemblant, en apaisant et en étant finalement. Regardez Éric Piolle, il a été élu. Moi, qu'est-ce que j'ai pas entendu en 2014, Éric, quand des copains socialistes parlaient de ton élection? On allait voir ce qu'on allait voir. Bon, et aujourd'hui, dans ta commune, tu rassembles une majorité de concitoyens qui considèrent que ta politique est la bonne et qu'elle a convaincu. Et je pense que ça va bien au-delà d'ailleurs des gens qui sont d'accord avec nous sur les questions de politique nationale, parce qu'on fait la démonstration que les changements concrets qu'on porte, ils ont un impact sur la vie quotidienne. C'est aussi la preuve par l'exemple qu'il faudra porter, et comme ça, on lèvera pas nos désaccords, mais on les surmontera. Merci. Claire Lejeune, je me tourne vers vous. Benjamin Lucas a justement soulevé un des points de clivage parfois au sein de la gauche, et qui est même d'ailleurs présenté par un certain nombre de responsables de LV comme un vrai clivage entre productivistes et antiproductivistes. Est-ce que pour vous c'est valable ce clivage-là, ou est-ce que non, vous pensez que même ça on peut passer par-dessus, quoi? Ouais, alors je pense que ce qu'il faut mesurer, c'est à quel point en fait les transformations des imaginaires c'est approfondi dans les années depuis quelques années. Et je pense que aujourd'hui, on a du côté de LV eu une grosse victoire sur l'aspect culturel en fait, c'est-à-dire qui est pas imputable seulement à nous, mais je pense qu'il y a une pénétration très forte des idées écologistes et une conscience de plus en plus aiguë que, bien sûr, ce modèle-là, ce modèle de croissance, ce modèle productiviste, ce modèle consumériste, non seulement il n'est pas du tout tenable du point de vue des limites physiques de notre planète, mais en plus, il n'est pas souhaitable, il n'est pas synonyme de bien-être, il est en train de bousiller nos santé, il est en train de bousiller les liens qu'on a entre nous. Et je pense que cette diffusion des idées écolo, elle est très profonde, et du coup, elle a pénétré aussi les appareils des organisations politiques de gauche. Donc, je pense vraiment qu'il y a une écologisation du spectre politique. Et c'est pour ça que je pense que le combat en 2022, il va aussi être autour de la définition de ce qu'est une écologie sociale, et que en fait tout le monde va se revendiquer d'une certaine écologie, et notre but va être de faire gagner une écologie de rupture, une écologie qui réellement se donne les moyens de changer la vie, une écologie qui réellement s'attaque aux inégalités, enfin une vraie écologie sociale, quoi. Donc en fait le clivage autour de ceux qui vont rester dans une acceptation du modèle économique tel qu'il est, et ceux qui vont essayer de réellement déconstruire les logiques productivistes et consuméristes, il existe, mais je pense que la transformation, la bascule des imaginaires, elle s'est largement opérée en fait à gauche, et qu'en fait elle s'accélérera si on travaille tous ensemble, et que on accélère justement cette diffusion des idées et cette prise de conscience. Donc je pense pas, pour moi le blocage est pas du tout là. Je pense qu'on peut aisément arriver à une forme de consensus sur ces questions-là. Et je pense que surtout, il faut regarder, au lieu de s'écharper sur des notions type croissance-décroissance, qui est une dualité qui a aucun sens en termes de politique publique, type productivisme, type capitalisme, c'est des mots qui sont importants parce qu'ils désignent des systèmes, et qu'en fait, lorsqu'on essaie de s'attaquer à un système, il faut bien le nommer, et nommer la manière dans laquelle ces différentes dimensions attaquent nos quotidiens. Mais je pense qu'il faut aller aussi dans le concret de qu'est-ce qu'on compte faire en termes de politique publique, quelles sont les grandes mesures basculantes qui peuvent nous unir,
quelles sont les causes communes qui peuvent nous unir et quelle marge de manœuvre on se donne pour réellement récupérer du pouvoir d'agir. Et là, je vais rebondir rapidement sur la question de l'Union européenne, mais en fait, cette question-là, elle est déterminante parce que aujourd'hui, le cadre des traités nous impuissante, en fait, nous enlève des leviers d'action. Et que si réellement on veut se donner les moyens d'avoir un projet de transformation, il va falloir avoir, par rapport à l'Union européenne, une position qui n'est pas eurobéate, une position qui est celle d'une volonté de transformation du cadre. Mais je pense qu'il faut avoir une approche pragmatique, et c'est le cas sur l'ensemble des sujets qui vont être clivants entre nous. Il faut avoir une espèce de radicalité tranquille et pragmatique et se dire, en fait, il y a telle ou telle chose qu'on peut déjà avancer dans le cadre des traités existants. Et en fait, pour toute une autre dimension des politiques publiques qu'on voudrait mettre en œuvre, effectivement, il va falloir aller un peu à la bataille et arriver à avoir une modification du cadre qui nous permette de réellement agir. Et je pense que ce que nous a enseigné la phase de la pandémie et la manière dont l'Union européenne a réagi à ce moment-là, ça nous rappelle à quel point l'Union européenne, c'est une institution qui a été construite par des volontés humaines et qui peut être déconstruite, transformée, bouleversée par des volontés humaines. En fait, je pense que là où on arrive à des points de blocage, c'est quand on essentialise et quand on met un peu des dogmes et des totems, là où il suffit de regarder lucidement et pragmatiquement la problématique par rapport aux objectifs qu'on se donne, quoi. Donc, je pense que voilà, sur l'ensemble de ces questions-là, si on arrive à créer ce cadre où on arrive à une discussion commune, il faut réellement avoir une posture où on n'en reste pas du tout aux notions un peu générales et abstraites, où on regarde dans le dur, ok, c'est quel levier il faut actionner pour se sortir du merdier dans lequel on est actuellement, et en fait, comment on se donne les moyens de les actionner. Est-ce qu'il faut changer le cadre de la Constitution? Est-ce qu'il faut aller à la bataille au niveau de l'Union européenne pour changer le cadre du traité? C'est ces questions-là qu'il faut approcher, mais avec pragmatisme et tranquillement. Enfin, je pense que c'est une erreur de poser en fait des facteurs de blocage sur la base de notions un peu abstraites qui peuvent seulement nous desservir à terme. Merci Claire Lejeune. On attend toujours François Ruffin. Vous savez qu'il y a en ce moment l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Donc évidemment, c'est un moment important qui mobilise les députés. Il essaie d'arriver avant la fin de ce débat pour quand même pouvoir intervenir parmi nous. En attendant, donc, je reviens vers Gérard Filoche et toujours un peu sur ces questions de contenu. Et la gauche a gagné des élections, elle a été au pouvoir, elle a exercé, et malheureusement, si aujourd'hui elle en est là où elle en est, notamment depuis 2017, c'est parce qu'elle a peut-être souvent déçu, et plus particulièrement avec le quinquennat de François Hollande. Donc, vous voulez gagner pour vraiment transformer la vie, mais par le passé, les Français ont toujours voté à gauche pour cette raison-là. Comment vous pensez arriver à transmettre, à faire comprendre aux Français que oui, cette fois, si la gauche est unie, qu'elle gagne, ce sera vraiment pour changer la vie? On n'entend pas le micro. Bon, oui. Ça y est, là, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez, là. Excusez-moi. Comment dire aux Français que la gauche n'a pas trahi. Elle a été trahie. C'est très différent. La trahison de Hollande-Valls, c'est une des pires en un siècle d'histoire. Ils ont fait tout le contraire de ce qui était attendu par leurs électeurs. La gauche avait tout en 2012, tous les villes, les régions, les départements, le Sénat, l'Assemblée, la présidence, etc. Et ils sont, au lieu de se servir de cette force nouvelle pour pouvoir faire une transformation sociale, ils s'en sont servis pour faire une politique de droite contre la majorité de la population. C'est pour ça qu'il y a une telle, parfois de haine, parfois de colère, parfois de doute, parfois de crainte. Il faut d'abord dire que nous voulons un collectif, parce que l'unité est une force, ça n'est pas une faiblesse. L'unité est un contrôle des uns des autres, et la diversité aide à conjuguer les efforts. C'est comme sur la créolisation. Là, Eric
disait qu'il était content quand Jean-Luc Mélenchon parlait de créolisation. Moi aussi, j'étais même surpris. Cette recherche d'un mélange de culture, d'un mélange de volonté, d'un mélange d'histoire et d'une forme de métissage qui permettent de progresser. Il faut qu'on le fasse à gauche parce que c'est aussi une protection contre les appareils. Moi, j'étais en 1993 dans la maison d'Édouard Glissant. On construisait un groupe qui s'appelait à l'époque Groupe Révolution Socialiste. Et les jeunes qui étaient là voulaient être à la fois indépendants et internationalistes. Ils voulaient à la fois pas les créoles, les anglais et français. Et leur espoir, c'était de changer le monde, pas de rester dans leur île isolée. Et c'était tout à fait significatif, le projet qu'ils avaient. Mais on doit l'avoir aussi en Europe. On va pas dire on fait je sais pas quoi, on construit des frontières. Il peut pas y avoir de socialisme ni de transformation sociale dans un seul pays en Europe. Je hais les frontières. Le virus, il s'en fout des frontières. Et les solutions qu'on doit donner sanitairement, économiquement, et la défense et l'accueil des immigrés, tout ça, c'est par-delà les frontières. Donc il faut une Europe, mais évidemment l'Europe qu'on a est une Europe capitaliste comme notre société. Les traités sont capitalistes, c'est pour ça que j'ai voté contre tous. Mais regardez, comme les capitalistes sont tout à fait versatiles, ils s'assoient sur leurs traités. Pratiquement aucun d'eux n'est respecté. Ceux qui nous disent « Ah oui, mais attendez, ils vont nous étouffer avec leurs traités. » Ça serait bien trop rigolo. Ils en sont à 140% de dette alors qu'ils ne voulaient pas plus de 60%. Ils en sont à des déficits tout à fait considérables. Et maintenant, ils les prônent. J'ai entendu l'autre jour Bruno Le Maire dire le paiement du chômage partiel est un investissement. Et ces gens-là disent n'importe quoi. Et du point de vue européen, quand il y aura, si nous avons le pouvoir, et Benjamin disait, c'est là que ça commencera, mais nous tiendrons bon. C'est ça la différence. Il n'y a pas de vaccin contre la trahison. Ce qui est un vaccin, c'est l'unité de la gauche et la force de la mobilisation populaire. Et nous tiendrons bon. On n'est pas. La Grèce a été écrasée parce qu'ils étaient 2% du produit intérieur brut européen, mais la France est 25%. C'est pas du tout la même histoire. Et quand il y a une volonté politique qui s'affirme en France, je prétends que ça aura l'effet contraire. Ils auront beau au niveau des marchés, des puissances et tout ça, des libéraux se liguer contre nous. Les peuples diront voilà ce que nous voulons. Nous ferons plutôt tâche d'huile. Nous chercherons plutôt à être imités. Et c'est de cette façon-là qu'on avancera. Si on dit avant, attendez, on va décrire les rapports de force, on se divise pour rien. Et ce qu'il faut seulement, c'est un engagement collectif à aller jusqu'au bout et ne se heurter à ce moment-là à ce qui sera des traités capitalistes, s'ils le font, comme eux-mêmes entre eux, aujourd'hui, les appliquent pas. Et je crois que dire d'avant, je ne sais pas, moi, l'idée de sortisme, comment ils disent, de Frexit, de tout ça, moi, je suis pour Macronxit. Hein, le mal il est à l'Élysée, c'est pas la peine d'excuser Macron en disant qu'il est à Bruxelles. Macron représente le CAC 40, la MEDEF, le MEDEF, la finance, les banques, et il est bien à leurs ordres ici, chez nous. Donc battons-nous chez nous, parce que si nous transformons chez nous, nous aiderons à transformer l'Europe. Et c'est de cette façon-là que je perçois la démarche, pragmatiquement, et non pas avec des préalables qui nous divisent pour rien. Parce que après, on se divise sur faut-il sortir ou pas sortir. Finalement, on n'accède même pas au gouvernement et on n'a même pas la chance de pouvoir tester ce qu'est le degré de notre volonté collective pour pouvoir transformer à la fois la France et à la fois l'Europe. Donc, plutôt comme ça que je vois les choses. Alors ensuite, après, sur le plan des rapports de force sociaux, moi j'ai une inclinaison pour dire à tout le monde, vous savez, en France, le salariat est majoritaire. Il y a 30 millions de salariés. Il y a 3,2 millions d'indépendants. Dans le salariat, il doit y avoir 5,9% de pauvres et chez les indépendants, 16,6%. La force sociale qui a besoin de réponses majoritaires, c'est une énorme classe qui s'appelle le salariat. Et il y a un bas, il y a un milieu, il y a un haut du salariat. Il ne faut pas diviser ça. Les gens qui disent les bobos, les CSP, je ne les aime pas, ils divisent le salariat. C'est comme dans le temps ceux qui divisaient les cols blancs et les cols bleus. En vérité, maintenant, on sait qu'un col blanc, il peut être amené à être comme employé à nettoyer les chiottes chez McDonald's, et un col bleu, il peut être très propre dans son bleu de travail devant un ordinateur dans les hauts fourneaux. Et en fait, le salarié a plus de points communs. Et 98% des salariés gagnent moins de 3 200 euros. 98%. Il n'y a pas tant d'écart que de salaire que ça, à part les 2% de super riches qui s'accaparent tout. Et là, il y a quelque chose à faire pour donner aux gens l'idée ils ont tous un sort commun, ils ont que leur force de travail à vendre. Et s'ils ont que leur force de travail à vendre, il faut qu'ils la vendent bien et qu'ils en vivent bien. La vente bien, c'est
avoir du droit du travail, avoir du respect, de la dignité dans l'entreprise, vivre bien. Ça veut dire que tout l'environnement, tout ce qui est nécessaire pour les transports collectifs, les services publics, etc., soit facilité, leur soit accordé. C'est une forme de redistribution des richesses. Quand je nous écoute les uns les autres, quand je nous lis, je lis ça partout. Donc on doit pouvoir, parce que là j'ai un commentaire de quelqu'un qui me dit assez de blabla, il faut passer à une date. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'aimerais pouvoir convaincre et que tout le monde se convainque. Il n'y a pas de missionnaire particulier, mais que tout le monde se convainque de passer à une date où il y ait tout le monde. Et si je voudrais quelque chose qui sort de ce débat de ce soir, c'est non seulement que François Ruffin arrive, mais c'est que d'autres arrivent. Et que, il apparaît d'ailleurs. Il apparaît d'ailleurs. Bon, bah, c'est bien. Je me tais tout de suite pour l'écouter. François Ruffin, est-ce que vous nous entendez? Bon, j'ai pas l'impression. Je vois François Ruffin écrit sur l'écran, hein, mais pas le son est coupé et il n'y a pas d'image. Donc, pour qu'il fasse techniquement les deux choses, c'est qu'il mette en route sa caméra et que Non, c'est toujours pas lui, malheureusement. Ça n'est que son assistant. Bon, très bien, très bien. Donc, bon, écoutez, on va continuer en attendant. On a parlé notamment du cadre qui pourrait permettre de rapprocher, de rassembler tout le monde. Un cadre, alors j'entendais Claire Lejeune dire neutre, sans exclusive aussi pour vous tous. Est-ce que, à la suite de ce débat, du coup, vous entendez, vous déjà, aux militants, sympathisants, poursuivre, lancer des initiatives. Claire Lejeune, vous avez signé l'appel d'Émile. Je crois qu'il doit déboucher, si je ne me trompe pas, sur une initiative ici début 2021. Voilà. La mobilisation pour l'Union de la gauche, la suite, c'est quoi? Alors, je peux essayer de répondre et vous donner peut-être quelques détails sur ce qui a été prévu comme étape d'après l'appel d'Émile, qui était un appel qui n'était pas du tout conçu comme juste une tribune et après chacun rentre chez soi. C'était vraiment un appel à l'action. Une dimension de l'appel, c'est aussi un engagement à participer aux dynamiques citoyennes qui sont en train de se constituer actuellement pour justement continuer à faire tomber les murs. Je pense notamment à la rencontre des justices qui va avoir lieu dans sa première édition ce week-end et qui est une rencontre de plein d'activistes de luttes très différentes, la lutte antiraciste, tout un pan aussi des entrepreneurs sociaux. Enfin, et en fait, il faut absolument qu'on s'empare de ces outils-là. Mais principalement, il y a un événement commun qui est annoncé pour début 2021, sans beaucoup plus de précision parce que c'est compliqué d'avoir une visibilité du point de vue du contexte sanitaire. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais il y a cet horizon. Et je pense que ce qui est important de souligner aussi, c'est que les partis vont continuer à avoir leur agenda propre et c'est légitime. Enfin, le pôle écolo dont elle fait partie est en train de construire son processus pour avoir des primaires. L'AFI a son agenda également et tout ça est légitime du point de vue des histoires de ces structures et je pense qu'il faut avoir un grand respect par rapport à ça. Ce qui est important, c'est qu'on ait en parallèle ce cadre et qu'il y ait réellement une interrelation entre ce cadre parallèle et ce qui va se passer en interne des partis dans les semaines et les mois qui viennent, pour que en fait tous ces liens se tissent et que à terme on n'en reste pas à un statu quo où on a 3 ou 4 processus parallèles et on a du coup 3 ou 4 candidatures, mais que à terme on puisse tous faire à un moment donné de la campagne le choix responsable de se concentrer sur une candidature. Je pense que c'est ça l'important. Je pense qu'on a un petit biais ici parce qu'on est ici tous des fervents partisans de l'unité de la gauche et de la fédération de nos luttes. Mais je pense qu'il faut aussi être lucide sur le fait que les appareils vont continuer à avoir leurs agendas propres et on aura peu ou pas de prise là-dessus. Par contre, il faut absolument qu'on ait ce cadre commun à côté.
Et ça aura forcément une influence sur la manière dont le débat va se poursuivre. Et ce sera un cadre dans lequel on peut mettre aussi au pot commun toutes les choses qui ont été construites et qui sont solides, hein. Enfin, le programme Bien Vivre, le programme L'avenir en commun, toutes ces choses-là, en fait, on part pas du tout de rien. C'est ça qui est à la fois formidable, mais qui est à la fois un peu compliqué parce qu'il faut arriver à conjuguer des choses, des textes et des personnes auxquelles les gens ont un attachement affectif et politique très fort, qui est légitime. Donc voilà, moi je pense que l'appel des 1000, c'était vraiment une première étape intéressante et que si chacun, euh, indépendamment de en fait l'incarnation qu'on a en tête pour 2022, indépendamment du scénario idéal qu'on aimerait pour 2022, on s'implique tous dans ce processus parce que ça maximisera nos chances d'avoir réellement quelqu'un qui est de notre camp au second tour. Et quand je dis de notre camp, je le pense beaucoup plus largement que les limites de mon parti. Il faut vraiment tous qu'on nourrisse cette conscience que notre famille politique, elle va au-delà de nos structures. Qu'on arrive à créer cette culture politique commune. Et pour ça, on a effectivement besoin d'un cadre. Et je pense que l'intermédiation de la société civile peut être réellement très important pour arriver à créer ce cadre-là. Donc, intéressez-vous à ce que fait la rencontre des justices, intéressez-vous à l'appel des 1000 et à ce qui va en découler. Et je pense que ça fait déjà des briques de départ assez intéressantes. Merci. Je reviens vers Éric Piolle. Donc, je vous interpelle aussi en tant que maire, puisqu'on va avoir des élections régionales, départementales au printemps. Est-ce qu'elles peuvent servir également pour vous j'allais pas dire de tremplin, mais en tout cas d'expériences qui permettent de rapprocher des points de vue, qui créent éventuellement des victoires? Est-ce qu'il se passe, par exemple, des choses de ce type-là dans votre région? Alors, je vais faire une réponse en deux temps. Ce que je souhaite, moi, c'est effectivement que ces régionales soient l'occasion de montrer que on n'est pas obligé de faire comme en 2017, d'avoir plusieurs candidats et d'être battu à coup sûr, de faire comme aux européennes, d'être éparpillé, d'être 10 points derrière le duel Macron-Le Pen. Et donc, moi, ce que je pousse depuis maintenant 1 an, c'est semblerait pertinent, c'est d'avoir un exemplaire de démonstration. Je mesure la difficulté d'avoir un accord partout parce que les cultures, parce que les histoires aussi locales, parce que les situations sont différentes. Et donc, ce que je pousse moi, c'est que dans 4 régions, on puisse avoir le format tel qu'on aimerait le voir en 2022, et ce qui permettrait d'avoir à chaque fois une tête de liste, une écolo, une socialiste, une autre partie de l'espace politique, une de la FI, et puis qu'on se dise finalement que là, on a démontré aux électeurs que oui, effectivement, on est capable de travailler ensemble. Aujourd'hui, ça n'emprunte pas trop le chemin. Ça ne veut pas dire que ça va pas atterrir là-dessus un peu plus tard, mais les mécaniques partidaires se sont mises en mouvement. Il y a en plus des difficultés très culturelles et opérationnelles qui fait que Europe Écologie Les Verts, les régions, c'est chaque région qui décide. Vous savez, comme de même que pour les municipalités, c'est chaque municipalité qui décide. Pour les départementales, c'est chaque département. Et donc, discuter d'un accord national avec Europe Écologie, pour l'instant, c'est pas dans la culture pour des élections régionales. En fait, personne au sein d'Europe Écologie n'a la capacité d'imposer cela s'il y avait de la volonté. Donc, il y a des difficultés comme cela. Et puis, il y a aussi des difficultés que chacun, finalement, se met en ordre de marche à ce stade. Ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée, on n'aura pas des formats ici ou là qui seront dans ce format maison témoin. Mais ça veut dire que c'est pas forcément aujourd'hui, en tout cas, on peut pas partir du principe que on va arriver à faire ces maisons témoins à un endroit ou à un autre. Et donc, en pratique, personne ne peut dire, en tout cas moi je ne le peux pas, ce que vont être les régionales dans ce rassemblement et est-ce que à un endroit les régionales vont ressembler à ce que nous voulons faire pour 2022. Donc c'est la dernière partie de mon intervention, c'est que quelque part il faut déconnecter
en tout cas moi, c'est mon approche, hein, je travaillais pour ce rassemblement en 2022, pour ce projet qui rassemble en 2022, c'est déconnecter de notre capacité à faire de même pour les régionales, parce que aujourd'hui, il faut acter le fait que on ne sait pas ce que sera le résultat de ces régionales. Et donc, j'ai pas envie de mettre ça sur le chemin critique qui nous permette de gagner en 2022. Je continue à travailler pour pousser ces 4 maisons communes et cet appartement témoin, cette maison témoin. Mais voilà, de mon point de vue, aujourd'hui, comme on ne va pas vers là, en tout cas à grands pas, on y arrivera peut-être, mais c'est pas l'approche initiale. Je pense que c'est important de ne pas mettre cette étape-là sur le chemin critique. Merci Éric Piolle. Je crois que on a aperçu cette fois-ci François Ruffin. Est-ce que vous nous entendez, François Ruffin? Ah. On l'a reperdu. Juste pour dire, alors en attendant je me tais aussitôt, mais oui. c'est vrai, c'est une observation réaliste en même temps. C'est triste sur l'affaire des régionales, quoi. Parce que bon, moi je vois en Île-de-France, on peut battre Pécresse s'il y a un accord entre tout le monde. Je veux dire, c'est simple, aussi simple que ça. Si on a 4 listes, sinon 5, parce qu'on est parti pour ça, bon, je vois d'avance ce qui va se passer. Même si les gens ont envie, plutôt pour l'un, plutôt pour l'autre, le taux d'abstention sera plus fort et ça se verra tout de suite dans les sondages et les sondages créeront la suite. J'ai l'impression que c'est la même chose dans le Nord. Je n'ose parler parce que je n'y suis pas dans la région Rhône-Alpes et Auvergne, mais pourtant ça va être, c'est un tel enjeu quand on est de loin là, on se dit qu'il faut battre Vauquier quand même. Et là c'est là le retard qui est pris, c'est là on a l'envie et puis ça se fait pas. Tiens, je me tais. Ouais. François Ruffin, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Excusez-moi pour le retard. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes député, membre du groupe La France Insoumise. Oui. Merci de nous rejoindre. Donc, on a déjà longuement débattu un petit peu sur la possibilité ou pas de créer les conditions d'une gauche rassemblée avec peut-être même un candidat unique. On a abordé les questions de différence aussi d'ordre programmatique entre les uns et les autres. Ici, en tout cas, tous sont partisans d'arriver à s'entendre. Signataire, Claire Lejeune, signataire notamment de l'appel des 1000. Voilà, on voulait donc vous demander, puisque vous intervenez du coup en dernier, à vous François Ruffin, une plateforme commune de la gauche d'ici 2022. Est-ce que pour vous c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est sans exclusive aussi? On a abordé cette question-là. Est-ce qu'on peut dépasser les différences programmatiques qui peuvent subsister entre les uns et les autres? D'abord, je vous prie d'excuser mon retard. Je sais pas si Paul vous l'a dit, mais j'étais dans l'hémicycle et on était sur la flat tax et l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça, c'est la première chose. Voilà, d'accord. Aux gens qui nous écoutaient, justement. Ouais. Okay. La deuxième chose, c'est que, en toute franchise, c'est pas le genre de truc où je suis très à l'aise comment on fait pour s'entendre ensemble, pour bidouiller machin. Les gens qui me connaissent savent que je suis pas très très à l'aise avec ça. Maintenant, j'avais reçu pendant le Covid, je pense que c'est Gérard qui l'avait envoyé, un tableau qui montrait les différents programmes et qui mettait en lumière qu'est-ce qu'il y avait de commun entre tous ces programmes. Et c'était quand même assez frappant, la proximité qu'il pouvait y avoir dans tout ça. Maintenant, les obstacles, bon, ils sont nombreux. Hein, il y a des obstacles qui sont pas liés à purement l'idéologie. Maintenant, moi, je vais poser quelque part mes lignes rouges. Et elles sont bien rouges et vertes, quoi. Mais je pose la question des ruptures. On peut pas être dans un truc d'accompagnement. Moi, je pense qu'il y aurait rien de pire aujourd'hui que d'avoir du Hollande vert, d'avoir un petit truc qui décourage les gens après un nouveau passage de la gauche et des écologistes genre au pouvoir et qu'il n'y a rien qui en sort. Donc moi, mon souhait, c'est d'avoir un programme qui aille sur 3 ruptures. Une rupture avec la mondialisation, une rupture avec la concurrence, une rupture avec la croissance.
Et je le dis parce qu'à l'intérieur de ça, je pense que ça va pas de soi partout. La rupture avec la mondialisation, ça veut dire la rupture, y compris avec des forces de gauche, parfois avec beaucoup de guillemets, mais qui ont accompagné la mondialisation, qui l'ont mise en œuvre à travers les rapports du GATT et ainsi de suite. La concurrence, ça pose la question de l'Europe, quand même, dont on lit dans les traités, enfin, moi, le seul que j'ai vraiment lu, c'est le traité constitutionnel européen de 2005, qui n'est pas passé, mais qui est revenu par la fenêtre, quoi. Et dont on lit la concurrence libre et non faussée, toutes les 3 lignes. Et de l'autre côté, la rupture avec la croissance, c'est-à-dire, pour peut-être une autre part de la gauche, la rupture avec un certain productivisme. Et donc, je pense que sur cette question des ruptures, c'est en gros, est-ce qu'on peut avoir des ruptures, une certaine radicalité, parce que l'État social et l'État environnemental, le réchauffement climatique, en gros, je veux dire, on est dans une course au néant, là. Quand on voit qu'en 30 ans, on a 80% des insectes qui ont disparu, 70% des vertébrés, que c'est à peu près la même chose chez les oiseaux, bref, c'est un Pearl Harbor du vivant. Face à ça, il faut des mesures qui soient radicales. Et on a eu des forces qui ont été des forces d'accompagnement de tout ça, est-ce qu'elles sont là aujourd'hui en train de se convertir à une certaine radicalité? On peut être dubitatif quand même sur la capacité à marquer des ruptures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose ensuite, je pense qu'il faut réussir à concilier, c'est il y a des forces dont je suis à la France Insoumise qui pensent plus par l'État et il y en a d'autres qui pensent par la société civile. Et c'est comment on parvient à conjuguer cette double culture. Je le dis parce que je pense que ça va pas de soi. Bon, moi, j'ai une piste de sortie qui est en gros l'économie dirigée. On pourra en discuter éventuellement. Et enfin, le troisième point, c'est pour former un bloc historique dans le pays, à même de prendre le pouvoir, c'est à qui on parle. C'est-à-dire la capacité aujourd'hui à résider un double divorce qui dure depuis 30 ans, qui est le divorce entre les classes intermédiaires et les classes populaires, qui avait achoppé notamment sur la question de la mondialisation, et un divorce interne aux classes populaires entre les blancs des campagnes et les enfants d'immigrés des villes, pour faire très bref. Et donc je pense que là, sur la question des ruptures, sur la question de la culture État, société civile, et sur la question de à qui on parle, il y a encore du boulot malgré des mesures communes, quoi. Merci François Ruffin. Peut-être Benjamin Lucas est-il toujours parmi nous? Parce que je ne le vois plus. Non, pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Très bien. Éric Piolle, éventuellement, vous souhaitiez répondre à ce que vient de soulever notamment François Ruffin. Je pense notamment à l'idée de conjuguer l'État et la société civile. C'est encore un autre, peut-être, un clivage qu'il essaie de dépasser. Mais, Alors, d'abord, je partage totalement avec François l'idée que rien ne serait pire que de nourrir un Hollande vert et que je crois que notre projet, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un projet pourquoi faire, c'est que effectivement l'union de la gauche pour gagner, ça intéresse plus personne parce que finalement gagner, ça a déjà été fait en 2012 et que ça n'a rien amené de probant. Donc la question de la transformation de la société est effectivement centrale et il faut se mettre d'accord à la fois sur les gros pavés à transformer et la façon de les transformer parce que, comme on vise la prise du pouvoir, la conduite du changement va être centrale. Sur la question, j'aime bien cette formulation du double divorce, mais sur la question de l'État et de la société civile, je trouve que c'est un peu ce qu'évoquait Claire Lejeune tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société civile, de toute façon, ne délègue plus, ne sous-traite plus aux partis politiques l'offre du projet, la façon de faire, etc. Elle est là, mobilisée, pleinement mobilisée. On l'a vu avec Plus Jamais Ça, le pacte du pouvoir de vivre, les marches pour le climat, les mouvements comme Alternativa. Et de fait, il n'y a plus cette délégation ni aux partis politiques ni à l'État de se dire que voilà comment on va transformer la société. Donc l'État doit être dans cette articulation-là, doit apprendre à travailler avec la société civile pour créer ce qu'on pourrait appeler des complices du changement ou des alliés du changement, si on veut dire de façon plus
dominantes, ou en tout cas plus de masse, mais je crois que c'est plutôt des complices du changement, pour finalement venir réfléchir à la fois quel est le point de destination, mais comment on y va, parce que les forces de réaction vont être extrêmement fortes. On sent bien que sur nos sujets de commun et nos sujets de divergence, on peut discuter, mais que la première chose qu'on va avoir en face de nous, c'est les 1% dont 2% dont parlait Gérard Filoche tout à l'heure, c'est les forces qui aujourd'hui détiennent, font sécession et détiennent le pouvoir et l'exercent à leur profit de plus en plus réduit. Et donc ce choc-là va être extrêmement violent et on ne peut pas imaginer que finalement ceux qui arriveraient au pouvoir auraient la clé pour transformer ça. Une fois qu'il y aura la victoire, la capacité à mettre en œuvre sera forcément une capacité qui passe par la société civile, les syndicats et les forces politiques. Ça, moi, j'en suis plus que convaincu. Merci. Claire Lejeune, peut-être une réponse aussi à François Ruffin, rapidement dans un dernier tour de table, parce qu'il est bientôt 20h. Oui, je pense ce sera aussi un mot de conclusion. Ok, ouais, je pense que cette différence, elle existe. Et je pense qu'il y a aussi des manières différentes de parler de la société, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la gauche qui va davantage évoquer le peuple, et en fait, il y a une autre fraction, notamment les écolos, qui vont davantage parler de société civile, qui vont parler des mouvements sociaux dans leur pluralité. Mais ce que je trouve intéressant dans la période, c'est qu'en fait, les choses bougent et par exemple, l'usage dont on parlait précédemment du terme créolisation par Jean-Luc Mélenchon, ça désigne le fait qu'en fait, ça désigne le peuple dans sa pluralité. Donc, en fait, on se rend compte qu'on désigne la même chose avec des mots différents. Et pareil, je pense que ce clivage sur le rôle de l'État, il est aussi un peu abstrait dans la mesure où, en fait, le projet qu'on va porter, nécessairement, il mettra en mouvement toute la société. Donc, nécessairement, ce sera une rupture avec la verticalité qui est propre à la Ve République, qui est propre à un État très centralisateur et jacobin tel qu'on l'hérite en France, notamment. Et donc, je pense qu'en fait, ces soucis-là, ces clivages-là, ils se résolvent, en fait, lorsqu'on regarde le projet qu'on veut mettre en œuvre. Et je pense que ça se résout surtout lorsqu'on se rend compte que tout l'enjeu, ça va être de reprendre réellement le pouvoir. Et donc, ça va être une transformation des institutions et qui remet la possibilité des citoyens d'avoir une prise sur le cours des décisions. Donc, ça va être une forme de constituante, du moins une rupture avec la verticalité présidentialiste. Et donc, en fait, ce clivage État-société civile, je pense qu'il a vocation à vraiment se résoudre, en fait. Donc, une fois encore, je pense que si c'est les mots de conclusion, je pense qu'il y a un terreau immense qui est là, il y a une attente immense qui est également là, il y a une responsabilité qui est phénoménale, qui nous incombe, et il faut qu'on soit à la hauteur du moment qu'on vit, quoi. C'est encore une fois, dans l'appel d'Émile, on a utilisé plusieurs fois le terme décennie critique, on est vraiment là-dessus. Et je pense qu'il faut tous qu'on reparte de ça et qu'on prenne nos décisions à l'aune du peu de temps qui nous reste pour enclencher la bascule avant qu'on arrive dans des phases de décomposition et de régression telles qu'on n'arrivera même plus à récupérer quoi que ce soit par le biais des élections et des institutions et qu'il faudra passer à d'autres modes d'action beaucoup plus localisés pour essayer juste de réparer le monde là où on peut, quoi. Donc 2022, c'est vraiment, je pense, j'espère pas la dernière chance, mais du moins c'est une échéance qui va surdéterminer le reste et on a cette responsabilité de refaire naître un espoir chez tous ceux qui aujourd'hui désertent les urnes déjà parce qu'ils y croient plus, quoi. Et je pense que si 2022 ça marche pas, moi je le vois un peu dans ma génération notamment qui vote déjà pas beaucoup. Je pense que ce sera vraiment une rupture très forte en fait si on n'arrive pas à être à la hauteur de 2022 pour récupérer les gens et les refaire croire au fait que voter, s'engager sur cette dimension-là de la politique a du sens. Je vois mal comment on pourra le récupérer. Donc voilà, je pense responsabilité, lucidité par rapport aux enjeux et puis
et puis venir dans les cadres des discussions avec bonne foi et une réelle volonté, en fait. Je pense que c'est aussi une question de posture et d'état d'esprit. Et j'espère qu'on sera un maximum à l'avoir et à faire ce pas de côté dont je parlais par rapport à nos appartenances et à nos histoires politiques respectives pour arriver à construire enfin ce cadre commun. Voilà. Merci Claire Lejeune. Gérard Filoche peut-être également. Non, Claire a fait une excellente conclusion. Et non, parce que moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on se revoie. C'est-à-dire qu'on se revoit et avec d'autres. C'est-à-dire qu'on peut faire ça à plusieurs reprises et on peut avoir d'autres avec des thèmes, etc., où on pourra discuter de la créolisation de l'Europe ou de choix de transition écologique. Eh bien, merci Gérard Filoche, merci à tous, merci François Ruffin donc d'être arrivé, d'avoir pu. Il sera là plus longtemps la prochaine fois. Hein. Oui. Excusez-moi surtout, je suis navré quoi. Mais bon, enfin, en même temps voilà. Et donc comme le vient de le souligner Gérard Filoche, donc c'est une séparation provisoire puisqu'il y aura des suites à ce débat de ce soir. Donc qui sera de nouveau visible si j'ai bien compris sur YouTube après qu'on ait terminé donc ce direct. Voilà. Donc merci à nos invités, merci à tous de nous avoir suivis et merci à GDS pour Démocratie et Socialisme pour l'organisation de cette rencontre. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Diego, merci à tous. Merci beaucoup. À très bientôt.